Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce rendez-vous de l'information sur Global Africa, Télésud. Panel Hebdo, c'est l'actualité revue et revisitée en toute liberté par les chroniqueurs invités à nous livrer leurs analyses, commentaires et décryptages sur les grands faits de l'actualité en Afrique et à travers le monde. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Guy Debal, consultant en entreprise, analyste politique. Guy, bonjour. Bonjour Francis, bonjour à tous. Alfred Sango-Lokoro, chroniqueur permanent également et récurrent. Bonjour. Bonjour Francis et bonjour à tout le monde. Alfred Sango-Lokoro, maître de conférence à la Sorbonne, analyste politique. Et notre invité spécial, Rudy Kazi-Matsika. Bonjour. Bonjour Francis, bonjour à tous. Vous êtes élu municipal en France donc. Dans quel... où exactement? Dans la commune de Saint-Germain-l'Arpajon qui se trouve dans le département de l'Essonne. De la région parisienne. En région parisienne, tout à fait. Et vous êtes délégué général de l'Association des élus de France. Absolument. Et je sais également que vous êtes très engagé dans un mouvement d'action diplomatique en Afrique mené par les diasporas et amis de l'Afrique. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, j'aimerais pas me targuer en fait de porter cette nouvelle aspiration avec des a priori diplomatiques. Mais à mon sens, il est important en fait d'intégrer aujourd'hui dans les relations que la France entretient avec l'Afrique ce que j'ai appelé en fait la diplomatie des diasporas. Qui en réalité prend les chemins de l'amitié entre la France et l'Afrique, mais au travers des déplacements qu'effectue la diaspora entre la France et l'Afrique. À mon sens, cette diaspora qui est très impliquée aujourd'hui sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, a les clés pour entrevoir et, à mon sens, améliorer cette relation avec l'Afrique. C'est une diaspora qui vit dans la mondialisation, qui est de plus en plus émancipée et qui intègre à l'intérieur de cette diaspora des binationaux. Je sais qu'ils n'ont pas particulièrement le vent en poupe en ce moment, mais ce sont des Français tout de même. En ces temps électoraux. En ces temps électoraux, vous me direz, cher Francis. Et pourtant, cette binationalité peut être un atout pour la France. Pourquoi ? Parce que qui dit binational, en théorie, dit quand même double, voire triple culture. Et en ces autres temps plus ou moins glacés entre la France et l'Afrique, il me semble intéressant de partir du principe que cette diaspora, comprenant ces binationaux, peut être tout à fait indiquée pour, au travers de cette double culture, triple culture, permettre de rebattre les cartes et de réinvestir le champ diplomatique entre la France et l'Afrique, mais évidemment, comme je disais tout à l'heure, sur un champ peut-être plus économique. Alors, qu'est-ce que ça pourrait changer? Que peut apporter cette diaspora, précisément, ou cette diaspora, puisqu'il y a plusieurs diasporas africaines? Oui, bien sûr. Alors, moi, je les entrevois comme étant des personnes ressources, c'est-à-dire des gens qu'on peut consulter, notamment pour toucher la société civile. C'est ça qu'elle peut apporter, c'est un contact avec la société civile. Je rappelle quand même que les tensions dans l'Afrique de l'Ouest, entre l'Afrique et donc entre la France et les pays concernés, s'est cristallisé autour du rapport entre les sociétés civiles africaines et les représentants de la France, en l'occurrence l'armée française, que ce soit au Mali ou ailleurs. Elles ont eu le sentiment d'avoir été abandonnées, flouées, etc. Et donc c'est sur ce sentiment-là qu'il faut travailler, notamment en aidant ces sociétés civiles à se relever des difficultés qu'elles peuvent rencontrer, qui ne sont pas uniquement d'ordre sécuritaire, qui peuvent être aussi sur le plan social, sur le plan médical, sur le plan économique, sur le plan, sur toutes ces questions. Et je pense que les sociétés civiles auxquelles appartiennent donc les diasporas en France peuvent jouer un rôle là-dedans. Pourquoi ? Parce que à être de double culture, binationale français et d'origine malienne, on a un lien avec l'Afrique et en général ce lien se situe dans les familles ou bien dans les collaborations professionnelles qu'on peut avoir sur le pays. Donc c'est elles qui détiennent les clés véritablement de la relation avec la société civile et à mon avis c'est par ce biais-là qu'il faut repasser pour améliorer cette relation avec l'Afrique en fait. En faisant une relecture peut-être de cette relation, parce qu'il faut la réinventer comme on le dit souvent. Absolument, venir avec des moyens, venir avec des intentions dépassionnées,
voire éventuellement même désintentionné, entre guillemets, c'est-à-dire mettre en avant une véritable sincérité dans la volonté de voir ces populations se développer à l'heure où on a une Afrique avec une croissance florissante qui nécessite d'avoir des espaces économiques qui permettent à ces populations de pouvoir se développer, au moins de leur donner les billes, de leur donner en fait les moyens de pouvoir le faire. À mon avis, ça doit passer par là. Encore une question avant de laisser la parole aux chroniqueurs sur vos activités pour qu'on vous connaisse. On vous connaît déjà sur Global Africa, je crois. C'est pas votre premier passage ici. Non, absolument pas. Voilà, vous êtes le délégué général donc, des élus de l'Association des élus de France. Alors, que fait exactement cette association dans le temps compliqué que connaît la France aujourd'hui? Alors déjà, nous, l'Association des élus de France, c'est une jeune association qui existe maintenant depuis presque 4 ans, créée en fin 2020, début 2021. Donc nous sommes des post-Covid-19, des post-confinement, et qui arrivent avec, bon quand même, je pense, un mode d'action un petit peu disruptif, parce que nous, on entend ne pas s'inscrire dans le sillage des associations d'élus connus ou d'associations de collectivités connues, quoique nous les respectons, et quelque part, ce sont les aînés, nous prenons exemple sur elles, mais nous avons un mode d'action qui vise en fait à pouvoir recréer le lien distendu entre le politique et la population. Et donc vaste projet et qui est ancré en fait dans cette vision, peut-être avec une prospective pas totalement, naturellement ancrée, et je pense peut-être que c'est comme ça que s'est créée l'association, puisque les temps actuels nous donnent raison, ne serait-ce que sur la vision. On a théorisé, entre guillemets, ce qu'on a appelé la réconciliation nationale. Donc cette volonté de recréer du lien entre le politique et la population, mais plus largement lutter contre les fractures qui traversent le pays, sur le plan social, environnemental, territorial, par rapport au centralisme parisien et le déclassement de certaines régions de France, mais aussi sur les questions identitaires, etc. Et donc, il nous a semblé important de mettre les élus ensemble, parce que c'est eux qui ont ce contact avec la population. Voilà, encore la question de la société civile que je remets sur la table. Et donc cette connaissance, j'irais jusqu'à dire cette expertise finalement de la gestion de conflits avec les citoyens, on la connaît, on la pratique au quotidien, et bien qu'on se retrouve souvent confronté au mécontentement de la population, le maire, et donc par voie de conséquence ses adjoints et conseillers municipaux, est la personnalité politique préférée des Français. Et donc, bon, je ne pourrais pas trop développer là-dessus, parce que sinon on prendra du temps sur toute l'association. Vous reviendrez. Mais voilà l'objet de cette association, et donc cette réconciliation nationale devient cruciale aujourd'hui, où les élections actuelles semblent créer une véritable divergence entre les différents Français. Des questions, oui, mais justement pour savoir comment s'articulent les relations entre votre jeune association, l'Élysée qui avait une cellule... Là, vous parlez des actions diplomatiques entre la France et les pays africains. C'est ça, là. Parce qu'il y a deux organismes que nous avons évoqués. Il y a l'Association des élus de France. C'est ça. Voilà, ça concerne l'Hexagone, si je puis dire, en tout cas le territoire français. Et puis il y a donc cette action diplomatique de diaspora en direction de l'Afrique, entre l'Afrique et la France. C'est ça, voilà, qui sont des élus d'origine africaine. Dans les deux cas ? Non, pas particulièrement. Puisqu'on parle de la société civile, les élus ont un rôle à jouer, parce que, en tant que tels, ils peuvent en fait, ils peuvent faire de la diplomatie. L'important, évidemment, c'est de s'ancrer dans le sillage de la politique diplomatique de la France, et au travers notamment des dispositifs tels que la coopération décentralisée, ce genre de choses-là. Mais pour répondre à votre question, on n'a pas particulièrement aujourd'hui donc de relations avec l'Élysée, parce que c'est encore un mouvement qui est encore tout jeune, voilà, qui n'est pas encore porté par une association, mais plutôt par différents réseaux. Vous pensez à le fait qu'il faut que ça passe forcément par l'Élysée ? Non, mais alors soit par les élus français d'origine africaine, parce qu'ils ont aussi leur association, et puis donc avec toutes les associations particulières. Et l'autre question, c'est de savoir comment c'est reçu en Afrique, sur le terrain. Est-ce que vous y allez régulièrement, et comment c'est perçu sur le terrain là-bas ? En tout cas, moi, par rapport à mes implications personnelles, on voit aujourd'hui, de toute façon, que les États africains trouvent pertinent de pouvoir travailler avec les associations diasporiques donc françaises,
qui intègrent leurs ressentissants, qu'ils soient de leur nationalité ou bien des binationaux. Alors même que parfois il peut y avoir des tensions dans certains pays entre la diaspora de ces pays et les pays concernés. Mais il y a une volonté d'aller dans ce sens. Pourquoi ? Parce que d'autre part, vous avez l'Élysée, qui elle aussi est friande en fait de pouvoir développer cette relation avec les diasporas pour améliorer aussi sa relation avec les pays africains concernés. Donc aujourd'hui, pour le moment, ça se regarde encore un peu. Voilà, les diasporas ne sont pas forcément encore à l'intérieur du processus diplomatique, mais je pense qu'avec les élections présidentielles, l'élection présidentielle qui arrive notamment en 2027, et au vu de la situation assez glaciale avec l'Afrique, ces diasporas vont avoir de plus en plus un rôle à jouer. Et ce mouvement, entre guillemets, que j'entends lancer, c'est pour pouvoir se structurer et être prêt à répondre à des sollicitations qui, à mon avis, seront de toute façon inévitables pour eux. Une dernière question Oui, alors j'ai une question, plus une remarque. D'abord, félicitations pour votre initiative. C'est vraiment une initiative intéressante, nécessaire aujourd'hui. Nous sommes dans une société, comme vous l'avez dit, bien précisé, fracturée, stratifiée, où on ne se parle plus parfois et on a du mal à se comprendre. Ma remarque, alors c'est pas vraiment une question, c'est sur le récit que vous aurez apporté, parce que c'est un peu une action politique, même si elle est citoyenne, c'est une action politique. Et ce qui est important dans ce type d'action, c'est le récit qui permet à des gens de se retrouver. Et donc, voilà, moi je vous encourage, je serai très attentif au récit que vous allez pouvoir installer entre notamment la diaspora et ces sociétés africaines qui, comme vous l'avez dit vous-même, parfois se regardent un peu en chien de faïence. Et j'espère que tout ça va pouvoir s'articuler. C'est une offre de contribution que vous faites, peut-être En tout cas, c'est un encouragement sincère. C'est un encouragement sincère et vraiment amical, parce que je me reconnais aussi un peu dans cette démarche-là. C'est une démarche extrêmement positive. Et oui, donc je suis vraiment... je pense qu'il y a un besoin. Et si vous avez fait ça, c'est que vous êtes parti d'un constat, que vous avez fait une analyse qui a révélé un vide, il faut le dire. Ouais. Et donc, je serai très attentif à votre récit, et je pense que votre récit sera important. Et voilà, et j'y contribuerai de loin, mais j'y contribuerai aussi. Ou plus, mais je pense que vous y contribuez déjà à peu près tous. Dès lors que vous restez en contact avec cette Afrique qui bouge, cette Afrique qui est active, qui travaille, vous êtes déjà dépositaire d'une voie diplomatique, ça c'est certain. Widi Kazi Matsika, vous êtes notre invité spécial pour cette édition de Panel Hebdo. Au sommet de cette édition, nous irons aux États-Unis pour parler de la candidature devenue problématique du président Joe Biden, cap aussi sur Burkina Faso, où l'on s'inquiète de la fin des libertés publiques. Mais commençons d'abord par les législatives en France, sujet obligatoire en France en ce moment. Nous allons parler surtout de l'impact de ces élections sur l'image de la France dans le monde. Alors, premier tour de ces législatives, c'était le 30 juin dernier, le second tour ce 7 juillet. Et arrivé en tête au premier tour, le Rassemblement national, sans avoir obtenu la majorité absolue. L'enjeu désormais est de savoir si le parti d'extrême droite pourrait obtenir cette majorité absolue, à quel niveau pourrait se hisser le nouveau Front populaire et à quoi pourrait ressembler la France au lendemain de ces élections. Alors, Alfred Changolokoro, déjà la question s'est posée dès le lendemain du premier tour de ces législatives. Alors, je vous la pose également dans cette édition. Quel pourrait être l'impact de ces élections sur l'image de la France dans le monde ? On en parle beaucoup, en tout cas les journaux en parlent un peu partout dans le monde, y compris en Afrique. Déjà, au sortir justement de ces résultats du premier tour, ça a été la stupéfaction dans le monde entier. En France, on s'y attendait un peu, mais pas à ce point. Mais évidemment, les 33% du Front National sont à mettre aussi un peu en perspective par rapport à l'apport justement de LR, Ciotti et la droite qui sont venus justement. Parce qu'au sortir des européennes, c'était 31%, donc les 2% qui se sont ajoutés viennent de cet apport de la droite LR. Et donc, c'est la stupeur dans le monde, dans le monde entier. On a vu la presse
que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, en Italie, de la réjouissance un peu, mais avec beaucoup d'étonnement, beaucoup d'inquiétude en Allemagne. Et donc, ça veut dire effectivement que cette inquiétude et cette surprise de voir le Front National arriver en tête de ce premier tour de l'élection législative est due aussi au fait qu'en Europe, on est en train de se poser la question justement de l'opportunité de la dissolution. Sachant qu'en 1997, en avril 1997, Chirac avait commis la même erreur de dissoudre l'Assemblée nationale alors qu'il avait pratiquement 458 députés sur 570. Pour des raisons énigmatiques. Énigmatiques. Mais si, on les connaît. Et, On les connaît déjà. voilà. Et l'interrogation est là de se dire, mais pourquoi diable Macron a-t-il pris cette décision de dissoudre alors qu'il avait une majorité relative qui lui permettait qu'à un cas, justement, de continuer à gouverner, en tout cas pour les Européens. Il y avait une forme, au moins, de certitude que la France n'irait pas à la dérive. Donc, il y a cette première interrogation. Ensuite, évidemment, la France représente beaucoup pour l'Europe. Il y a, en tout cas, le couple franco-allemand qui tient pratiquement l'Europe. Et l'inquiétude est là. À la limite, les autres, quand je lis cette presse internationale, quand j'entends les commentaires, on trouve normal que chez Orban, ce soit l'extrême droite ou en Italie, mais la France, justement, l'étonnement est là. C'est-à-dire, par rapport au rang important de la France en Europe et puis dans le monde, comment se fait-il qu'on en soit arrivé là aujourd'hui? Mais les conséquences, on va surtout parler des conséquences évidemment. Quelle serait l'autorité de la France demain au Parlement européen, à la Commission de l'Union européenne, sachant que le parti d'extrême droite, l'Assemblée nationale, est un parti plutôt réputé anti-Europe, anti-Union européenne. Exactement, et puis avec beaucoup d'absentéisme déjà en Europe. Donc voilà, il y a un paradoxe là. Oui. Ouais. Guy Debal. Oui, alors, Alfred a bien résumé la situation. C'est une situation finalement de sidération, hein, ces résultats-là. Et la lecture qui est faite, par contre, moi, me sidère un peu, enfin, quand je lis un peu la presse. La lecture qui est faite, c'est la démocratie française a parlé et elle parle mal. En réalité, la démocratie a parlé et elle a exprimé l'état de la société. Nous sommes dans une société qui va mal, où depuis des années, un certain nombre de problèmes, de difficultés sont mis sous le tapis. Et nous sommes dans une société où un certain nombre de compatriotes se sentent abandonnés, ont l'impression qu'on ne leur répond pas. Et donc ils expriment, et ils s'expriment, on peut le dire, d'une mauvaise des façons, puisque... De façon démocratique, en tout cas. De façon démocratique. En Oui, tout cas, ils s'expriment de façon démocratique. Donc, déjà, c'était je voulais poser cette première pierre. Le deuxième constat, c'est que l'alliance qui est en train de... Enfin, les réponses politiques qui sont apportées par les différents partis, notamment le Front populaire, la création de ce Front populaire, puis maintenant ces accords, ces désistements, en fait, au profit de chaque camp, qui peut-être vont éviter la majorité absolue, vont éviter que le Rassemblement national n'ait la majorité absolue, sont, de mon point de vue, des réponses électoralistes qui sont probablement nécessaires pour éviter que la France bascule dans l'inconnu. Parce que pour le coup, c'est vraiment l'inconnu, avec toutes les conséquences que vous avez citées, une perte d'influence de la France au niveau européen, mais aussi au niveau mondial, des difficultés à venir avec nos partenaires africains. La DGSE elle-même a produit une note en disant que ça allait la mettre en difficulté avec les autres services des pays, et parce que la DGSE souligne l'interdépendance entre les services. Vous ne faites pas du renseignement tout seul dans votre coin, vous êtes obligé de discuter avec les autres. Or, un gouvernement d'extrême droite qui met en avant en plus les thèmes qu'il met en avant, c'est-à-dire un tri entre les citoyens, etc.,
va mettre leur action en difficulté. Donc il y a tout un tas de conséquences. Mais si vous dites ça à un électeur du Rassemblement national, il vous dira, écoutez, nous nous sommes exprimés, c'est notre choix, pourquoi vous considérez que notre choix met le pays en danger? Alors, je suis complètement d'accord avec vous. Non, c'est pas moi qui le dis. Moi, je vous rapporte simplement le sentiment possible de l'électeur. Je partage ce constat, d'où mon troisième point, qui est l'absence de réponse politique depuis maintenant. Mais là, vous savez, c'est une analyse, en fait, je ne suis pas tout à fait parce qu'on va revenir sur l'impact, en tout cas. Oui. Voilà, je m'adresse à vous, Rudy Kazi-Matsika. Tout à l'heure, vous parlez justement des relations un peu compliquées en ce moment entre la France et certains partenaires ou ex-partenaires, désormais, sur le continent africain. Est-ce que la situation qu'on observe actuellement dans le pays, déjà à la veille de ces élections, enfin la situation préélectorale et la situation post-électorale, c'était peut-être qui sera marquée par une victoire peut-être relative de l'Assemblée nationale. Est-ce que tout cela, cette ambiance, ce climat général, cette change qui est en train de changer comme ça en temps réel, est-ce que tout cela est de nature à améliorer l'image de la France auprès de la société civile en Afrique? Déjà, avant de mettre tout de suite les pieds dans le plat, j'aimerais dire qu'une des conséquences de la situation actuelle, finalement, c'est la révélation de cette dichotomie entre ce qu'on a appelé la monarchie républicaine et la démocratie réelle. Parce que finalement, dans notre exercice donc de la démocratie, en principe, le président ne tire sa légitimité que du fait que la population ait voté pour lui. Et en tant que tel, il est le représentant de la population. Mais dans la manière dont on a théorisé, par exemple, la Ve République au travers du général de Gaulle, c'est plutôt qu'on se retrouve dans une monarchie républicaine. Donc là, je pense que tout ça vole en éclats. Pourquoi ? Parce que quelqu'un comme le général de Gaulle incarnait véritablement cette Ve République, cette constitution. C'est lui qui l'a mise en place. Il l'a mise en place pour lui, et il entendait aussi que ses successeurs puissent être en capacité de pouvoir porter ce régime présidentiel qui est inédit en réalité dans le monde. La seule chose sur laquelle il n'avait pas parlé, c'est que les autres ne s'appelleraient pas de Gaulle en général. Voilà. Alors, quelqu'un comme Pompidou s'en est quand même bien sorti, mais de par sa maladie, malheureusement, il a dû abdiquer, pour reprendre un terme monarchique. François Mitterrand, qui avait beaucoup critiqué la Ve République, il en a bien profité. Il a fait 2 septennats, quoiqu'il était malade entre-temps, mais sur le deuxième. Mais voilà, donc, et là, en fait, finalement, qu'est-ce qu'on a ? On a en fait cet héritage qui pèse en fait sur des responsables politiques, en l'occurrence Emmanuel Macron, qui n'a pas cette capacité finalement d'incarner le désir de la population de vouloir en fait retrouver un élan, de vouloir sortir du déclassement dans lequel il est. Et vous avez en plus de ça une population qui en a marre en fait de l'élitisme qui existe malheureusement dans le paysage médiatico-politique, qui est un phénomène mondial. Quand vous voyez par exemple que vous avez plus de 10 millions de pauvres en France, quand vous voyez qu'il y a des territoires qui sont déclassés et dont on a vu à un moment donné que les Gilets jaunes venaient de ces territoires, comment penser que cette population allait à nouveau donner un blanc-seing au président de la République, alors même que le Rassemblement national a prospéré sur les impéricides du gouvernement et qui a arrangé le président de la République en lui permettant de faire ce front républicain qui est ni plus ni moins quasiment qu'une confiscation du pouvoir. Donc maintenant, quand on dit par exemple que le Rassemblement national n'est pas dans l'arc républicain, moi je ne suis pas du tout du RN, mais à force de s'être présenté à toutes ces élections présidentielles, finalement ils se sont montrés comme présidentiables. Et la dédiabolisation, elle est arrivée jusqu'à retirer finalement cette volonté de sortir de l'Europe et qui font que demain, si jamais ils arrivent au pouvoir, ils vont continuer cette dédiabolisation. Si vous remarquez, à la bourse de Paris, le CAC 40 a regagné quelques points parce qu'à l'annonce de cette majorité relative, on s'est bien rendu compte que si jamais le Rassemblement national arrivait à Matignon, il serait bien obligé de composer avec les autres factions politiques pour essayer de donner un petit peu de sérénité. La bourse préfère une France ingouvernable plutôt qu'une majorité absolue. Parce que pour pouvoir retrouver un petit peu de prospérité, sachant même qu'on a été déclassé au niveau de notre note par Standard & Poor's, il va falloir à nouveau donner des en fait de stabilité. Ah, et ça, a priori, ça semble intéressant pour l'économie française, a priori. Voilà. Et rapidement, en une phrase, pour répondre par rapport à l'Afrique. Qui était ma question, en fait. Voilà, qui était votre question. Elle est peut-être plus facile à répondre.
Je vous dirais que depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, il y a pas mal de chefs d'État en Afrique qui sont bien contents de l'avoir vu arriver. Plus jeunes, un peu moins expérimentés. Voilà, il y en a certains qui sont là depuis un peu plus longtemps, donc ils ont un peu plus de bouteilles. Et finalement, ce revirement de la diplomatie française en Afrique a plutôt profité à ce que certains pays africains puissent élargir leur champ de collaboration mondiale avec la Russie, avec la Chine, etc. À mon avis, l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir, ça leur fait absolument pas peur. Ça changera rien. Et à voir comment est-ce que Marine Le Pen s'est déplacée en Afrique, parfois en étant mieux reçue que Jean-Luc Mélenchon. C'était le cas à Dakar. Ça change absolument rien. Alors, Jean-Luc Mélenchon a été moins bien reçu à Dakar que Marine Le Pen. Elle n'a reçu aucun officiel, elle a vu aucun officiel quand elle a été... Elle avait rencontré Macky Sall, oui. Si, alors, non, je parle avant l'élection. Bien avant, quand Macky Sall était encore au commande de l'État. Bien sûr, bien sûr. Alors, Alfred. Deux observations, mais qui concernent les propos de Rudy et même de Guy, de dire ceci. Et Hollande l'a très bien rappelé, en disant, il y a les propos de campagne et il y a la réalité du pouvoir. Pendant la campagne, on promet tout ce qu'on veut, mais lui, il parle d'expérience, il dit, quand on arrive au pouvoir, on s'aperçoit qu'on ne peut tenir qu'1 dixième de promesses qu'on a faites. Ça, c'est un. Bien sûr. La réelle politique. Voilà. Deux, par rapport à la population et à l'attitude vis-à-vis des chefs d'État français. On met entre parenthèses Pompidou, tous les chefs d'État de la Ve République ont été désavoués, contestés par la population française. Pourquoi? De Gaulle a dû organiser le référendum, se faire balayer. Ouais. Et démissionner. Démissionner, oui. Giscard d'Estaing, pareil, Mitterrand, contesté, 1 million de personnes, la loi Savary, la fin des 101 propositions, Chirac, pareil, même s'il avait parlé de la fracture sociale, etc. Tous les chefs d'État français, à un moment donné de leur mandat, parce que justement, ils appliquent la réelle politique au point de vue économique, sont et ont été, seront toujours désavoués par la population. C'est là où je relativise justement le fait de dire, au fond, on n'entend pas la misère de la population, d'où la contestation, la protestation. Je pense que c'est erroné de penser de cette manière-là. Parce que dans toutes les politiques qui sont mises en place, il y a toujours ce volet social, le volet économique et beaucoup de droits dont disposent les Français. Beaucoup d'aides qui compensent un certain nombre des manques. Et c'est vrai que par rapport au discours politique, il y en a qui étaient empathiques, comme Jacques Chirac, qui pouvaient faire passer la pilule parce qu'il faisait semblant de connaître tout le monde. Mais Emmanuel Macron est dans une cérébralité qui fait que... On ne va pas faire le procès d'Emmanuel Macron ici, non, c'est pas un procès, c'est noté. À la veille d'une élection, voilà. Parce que ça fait un peu malheur aux vaincus. Non, mais c'est noté simplement qu'il a été cohérent avec lui. Oui, bon, on aura l'occasion de... Alors, est-ce qu'on peut recentrer quand même vos réponses lumineuses sur l'impact de ce climat préélectoral et électoral sur l'image de la France à l'étranger? Alors, l'impact de l'image de ce résultat à l'étranger, il est tout simplement désastreux. Vraiment désastreux. Alors, on est critiqué sur la forme. Mais pourquoi c'est désastreux? Parce que bon. Alors, désastreux. On sait par exemple qu'on en parle beaucoup, la parole raciste se libère beaucoup en France. On connaît quand même, je dirais, les fondamentaux de l'extrême droite en France. Il y a de plus en plus de témoignages sur le sort que subissent certaines catégories de la population, notamment, d'ailleurs, plus particulièrement les populations noires, les catégories de population noire et arabe en France, arabo-musulmane. Et juive. Et juive, bien sûr. C'est une réalité. Alors, cette réalité de cette France, alors évidemment, vue de loin,
tout est vu, évidemment, tout ça, ça fait une sorte d'effet de loupe. Mais quand même, cette France perçue de l'extérieur, comment elle est jugée par le regard des Africains, par exemple, des Allemands ou des Américains? Alors, ce que vous avez rappelé est exact, sauf que la France vit sur une rente de son image, puisque la France est un pays continent. C'est l'un des rares pays qui a des frontières avec les 5 continents. La rente est un peu malmenée, là, depuis quelques temps. La rente est complètement malmenée, premièrement. Deuxièmement, la France est un des rares pays en Europe qui a une histoire, on va dire, on va l'appeler coloniale, au niveau auquel a été l'histoire coloniale française. On a quand même... la francophonie est une réalité. D'accord. Et très peu de pays européens, même de grands pays comme l'Allemagne, peuvent se revendiquer d'avoir une influence pareille. Parce que la langue est un outil, est un instrument de puissance, la langue. Donc voilà. Et la France continue à être vue comme le pays des Lumières, le berceau des droits de l'homme, etc. Et tout ça vole en éclats parce que... Pas totalement. En tout cas, c'est mon avis. C'est pas le sien. Oui, d'accord. J'exprime mon avis, je laisserai ensuite développer le sien. Tout ça vole en éclats parce que le discours d'une... Donc déjà, ça révèle un certain nombre, premièrement, des fractures qui traversent la société. Ça révèle... Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Chirac avait parlé de la fracture sociale. Oui, peut-être, mais ça révèle aussi une totale déconnexion, aux yeux du monde, parce que les Français, une totale déconnexion des politiques français. Parce que les Français se disent que les responsables politiques, de gauche comme de droite, qui sont à la tête de ce pays alternativement depuis 20-30 ans, sont complètement déconnectés de leur réalité, ça c'est une chose, les Français le savent. Mais cette déconnexion, c'est une fiction. Cette déconnexion est affichée aux yeux du monde entier. Et je vais prendre un dernier exemple. Rapidement, parce qu'on va passer à un deuxième sujet. On parle de réel politique. Aussi. Et j'ai entendu mes co-débatteurs dire, mais... Le peuple attend beaucoup. Je traduis, je résume. Le peuple attend beaucoup. Il devrait comprendre que les politiques, quand ils arrivent au pouvoir, ils ne peuvent pas faire. On parle de réel politique. Voilà. Mais c'est très exactement ce que les Français ont voulu dire au travers de ce vote. Si la politique ne sert à rien, jetons-la à la poubelle. Oui. Si nous votons pour vous, c'est pour que vous trouviez des solutions à nos problèmes. Mais si vous passez votre temps à nous expliquer que nous votons pour vous, mais une fois élus, voilà, excusez-nous messieurs, mais nous allons devoir faire autrement parce que d'autres réalités qui sont au-delà de votre compréhension, parce que bon, c'est bien compris. Voilà, vous comprenez pas beaucoup les choses du monde, nous on comprend mieux que vous. Ça donne ce résultat-là. Et moi, je pense que la politique est un art noble et qu'on ne peut pas se contenter de dire que la population n'a pas compris que ce qu'elle attend est impossible. Ce n'est pas possible. Mais sur l'image de la France à l'international, puisque c'était aussi ça votre question au début, cher Francis, mais en fait, les critiques que l'on entend un petit peu partout dans le monde, au lendemain du premier tour de l'élection législative, en fait, c'est une critique qui se cristallise autour d'Emmanuel Macron. Et elle se cristallise autour d'Emmanuel Macron parce qu'en fait, c'est un bilan qui est critiqué au travers de ce premier tour des élections. Là, on ne parle même plus du premier tour des élections. On parle de ce qui a amené à cette défaite quasiment cuisante, puisqu'on n'est peut-être pas encore au deuxième tour, mais vu qu'ils arrivent en troisième position au premier tour, c'est une défaite. Et c'est intéressant parce que le président de la République n'est pas celui qui est en application de la politique du gouvernement dans la Constitution française. C'est le gouvernement représenté par le Premier ministre. Mais comme le président de la République, dans les domaines réservés dans la discipline constitutionnaliste, c'est le rayonnement à l'international, c'est les relations avec le pays, c'est avec les paysans, avec les nations, c'est toute cette représentation. Il est normal que du coup, que Emmanuel Macron cristallise toutes ces critiques autour de sa personne parce que il a quand même dit qu'il était le président jupitérien, qu'il était le maître des horloges, etc. Donc ces critiques, elles sont logiques, elles sont normales. C'est ce bilan-là qui est critiqué le concernant. On va conclure. Et à mon avis, ces critiques vont continuer de sortir et elles vont peut-être même s'aggraver au soir du deuxième tour. On va conclure avec vous, Alfred. Je vais vous poser la même question, en fait, mais différemment.
Je serai bref et j'espère que vous serez également bref dans votre propos. Je l'espère. Alors, on a vu l'extrême droite arriver au pouvoir en Italie, par exemple. Je veux dire, ça n'a pas chamboulé l'état du monde. On a vu également les succès électoraux de ces partis d'extrême droite dans plusieurs pays en Europe depuis quelques années. Pourquoi, d'abord, si cela advenait en France, cela créerait un séisme particulier? Et surtout, la question est celle-ci, est-ce que une France où le RN devient le plus grand parti du pays, est-ce que cette France sera moins aimable aux yeux du monde ou pas? En réalité, la réponse vient de ce que le futur probable Premier ministre du Royaume-Uni a dit. Si le Front National arrivait au pouvoir en France, nous discuterons, nous parlerons avec ce Premier ministre-là. Et aux yeux des populations. Aux yeux des populations. Alors, maintenant, aux yeux de la population... Des populations. Oui. En Afrique notamment. En Afrique, c'est assez partagé. C'est contrasté. C'est mitigé, oui, voilà, ça, oui. Exactement. Oui. Mais pour beaucoup, l'idée, quand j'entends, je lis les uns et les autres, c'est de dire que la démocratie française est opératoire. C'est-à-dire qu'on n'a brimé personne, qu'on n'a empêché personne d'aller voter. Est-ce que cette France sera moins aimable aux yeux du monde ou pas? Alors, oui, non. Au début, non. Au début, elle ne sera pas particulièrement aimable parce qu'on ne verra que le Rassemblement national. Mais quand vous regardez, vous avez pris l'exemple de l'Italie, Giorgia Meloni, elle avait quand même fait campagne de façon assez dure et autoritaire. Et aujourd'hui, elle s'est... Sa politique étrangère, en tout cas, s'est tassée. Elle fait même des sommets Italie-Afrique. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, l'Italie n'a pas particulièrement d'histoire avec l'Afrique, si ce n'est que, voilà, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, un peu comme l'Italie, on leur a pris, entre guillemets, les positions qu'ils avaient en Afrique. Eux, je crois que c'était en Éthiopie. Donc, il y a une normalisation qui se fait. C'est pour ça, à mon avis, qu'il ne faut pas particulièrement avoir peur du Rassemblement national, si ce n'est quand même qu'il ne faut pas tomber dans l'angélisme. Voilà, on voit cette parole raciste qui se libère, que ce soit pour des Noirs, des personnes d'origine maghrébine ou même juive. C'est quand même un parti qui a été créé par des anciens nazis. Hein. Voilà, faut pas... C'est bon de le rappeler quand même. C'est quand même bon de le rappeler. Mais cette normalisation, là on ne pourra plus parler de dédiabolisation, parce qu'ils sont quand même bien avancés là-dessus. On va maintenant parler de normalisation par le fait que le pouvoir tasse un peu et ramène... Au moment où nous enregistrons cette émission, ils n'y sont pas encore au pouvoir. Ouais, Ils n'y sont pas encore, il faut le préciser. Je trouve que, alors c'est symptomatique de vous écouter, parce que je trouve que, d'une manière générale, l'intelligentsia politique passe un peu vite sur le discours du Rassemblement national, qui est quand même le discours du bouc émissaire. Et ce discours du bouc émissaire, vous le recevez peut-être avec recul, vous ici en plateau, mais je ne suis pas sûr qu'en Afrique, ils le reçoivent de la même façon. D'autant qu'aujourd'hui, il y a un ressentiment, et vous l'avez dit très précisément, extrêmement fort, des populations africaines qui s'estiment lésées par, je mets des guillemets, mais en Afrique, ils n'ont rien à craindre. Par le colon blanc. Ils n'ont rien à craindre en Afrique. Exactement. Alors, allez-y, laissez terminer Guy. Je ne vous ai pas interrompu. Oui. La politique, ce n'est pas des mathématiques. La politique, c'est aussi du ressentiment, c'est aussi de l'émotionnel, et l'impact du discours du Rassemblement national, indépendamment du pouvoir qu'ils auront entre les mains, il est extrêmement puissant. Et le ressentiment qu'ont les populations africaines, qu'utilisent la Russie et d'autres, a créé cette situation de désamour relatif entre la... C'est intéressant ce que vous avez dit. On va conclure là-dessus. Et donc, oui, non, mais vas-y. Donc je dis juste, l'impact sera forcément négatif parce qu'à aucun moment le Rassemblement national, dans cette campagne, n'a normalisé son discours. Au contraire, depuis qu'on les annonce... Vis-à-vis de l'Afrique, je termine il n'y a pas d'impact, Guy. Je termine en 30 secondes. Ça, c'est confondé de niveaux. Le niveau national et le niveau international. Je termine en 30 secondes. Et au contraire, depuis qu'on leur a annoncé qu'ils auraient une majorité relative et peut-être absolue,
vous avez noté comme moi que la parole se libère et elle est extrêmement violente. Oui, ça c'est un interne. Alors, on me rappelle qu'il nous reste un quart d'heure d'émission, on va aller très vite, on a quand même 2 gros sujets encore à aborder. On va parler du Burkina Faso. Au Burkina Faso, les enlèvements, disparitions forcées, les enrôlements forcés également de personnes déportées vers le front de la guerre antiterroriste. Tout cela est devenu l'ordinaire dans ce pays. Et les voix discordantes, celles qui ne s'alignent pas sur la parole et la ligne du pouvoir militaire, vivent aujourd'hui sous la menace permanente d'une arrestation arbitraire ou d'une disparition inquiétante. Alors, Alfred, vous suivez cette actualité. Quel regard vous portez sur ce qu'est devenu le Burkina Faso aujourd'hui, sous le règne de la junte militaire dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré? Ibrahim Traoré, dans la continuité justement de son coup d'État, c'est-à-dire mettre au pas tous les Burkinabés et imposer sa ligne, sa vision du Burkina Faso. Par conséquent, s'il y a une tête qui essaie d'émerger et de critiquer, eh bien, on coupe la tête, on fait disparaître ou on envoie au front. C'est une politique d'intimidation pour amener justement soit la presse, les journalistes, soit l'opinion publique justement à s'auto-censurer et à se taire. Parce qu'on laisse parler ceux qui, les turiféraires du régime. Et donc, c'est dommage pour le Burkina Faso qui nous avait habitués. Alors, heureusement qu'il y a quand même une partie de la presse indépendante qui continue encore à parler, qui continue encore à dénoncer ce qui est en train de se passer au Burkina Faso. En février dernier, le capitaine Ibrahim Traoré avait déclaré ceci: « Nous n'aurons plus de sentiments. Quiconque va trahir sa patrie au profit de l'impérialisme sera traité comme tel, c'est-à-dire enlevé, déporté vers le front de la guerre antiterroriste. » Voilà un peu l'ambiance. Ouais, effectivement, on peut raisonnablement être un peu inquiet de ce qui se passe. Un peu seulement Si, on va prendre des... Beaucoup. Beaucoup inquiets, mais oui, non, mais c'est quand même dramatique. D'autant que le Burkina est un pays qui a une grande histoire, on va dire, révolutionnaire. Il y a une figure qui continue aujourd'hui de rayonner sur le monde panafricaniste, c'est Thomas Sankara. Donc pendant très longtemps, le Burkina a été vu comme un pays qui a tenté de s'émanciper, et ce qui s'y passe est vraiment assez brutal. Ouais. Un mot rapide de l'élu français peut dire un mot sur cette situation particulière au Burkina Faso? Vous avez un devoir de réserve. Non, mais écoutez, simplement, je vous dirais que c'est le pays des hommes intègres. Donc c'est un peu désintégré. Là, Thomas Sankara. En tout cas, c'est un héritage à porter. Oui. Donc tout ce qu'on peut souhaiter à ce président, quels que soient les moyens par lesquels il a atteint la fonction qui est la sienne, c'est d'honorer en fait ce passé. Oui. Et c'est une charge à porter. Et a priori... C'est un régime, en tout cas, aujourd'hui pleinement autoritaire qui s'impose aux populations. C'est aussi le propre des régimes militaires. C'est un régime militaire. Voilà, l'Algérie l'a été. Et aujourd'hui, c'est aussi une démocratie quand même, l'Algérie. C'est pas un pays qui a plus de difficultés que certains pays africains. Donc ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on est quand même aux manettes, qu'on est aux responsabilités, à un moment donné, quels que soient les moyens. C'était quand même qui devait donc ensuite rendre le pouvoir aux civils. Il y avait une transition qui était prévue. D'accord. Cette transition évidemment, vient d'être prolongée, la transition de 5 ans. Évidemment. Donc on a un peu de mal d'ailleurs à parler de transition. Je suis d'accord avec vous. Donc, un pouvoir à durée il y a cette responsabilité effectivement d'organiser les prochaines élections, mais entre-temps, il y a aussi la responsabilité d'assurer pour la population un certain développement, une certaine sécurité, etc. Je rappelle quand même qu'ils sont souvent attaqués par Al-Qaïda. Ça a été le cas il y a encore pas longtemps. Cette question sécuritaire... peut-être que c'est opportun qu'on ait un État militaire pour lutter en ce moment contre ces attaques. Mais quoi qu'il en soit, il y a la responsabilité de conduire ce pays vers un nouvel essor. C'est-à-dire, en fait, une fois que les gens ils sont au pouvoir, par quels moyens, même s'ils
se sont portés là par un coup d'État. Comment est-ce que vous pensez qu'ils vont en ressortir? La facture est devant eux, de devoir en fait développer le pays, quelle que soit la manière dont ils entendent que ce pays va pouvoir s'inscrire maintenant dans une nouvelle représentation. Il va conclure. Rudy est dans l'indulgence vis-à-vis du putschiste. Je ne suis pas dans l'indulgence. De la junte. Il a notre regard. Non, je ne suis pas dans l'indulgence. Mais je vais vous poser une question. Comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous faites maintenant qu'ils sont au pouvoir? Mais c'est justement faire respecter leurs paroles, parce qu'ils ont trahi leurs propres paroles. C'est ce que je dis, mais comment vous la faites respecter? Comment vous faites? Comment on le fait? Mais il y a c'est un pays souverain, même au travers d'Ibrahim. On ne refuse pas cette question. Alors, le slogan souveraineté a des limites, puisque les Russes sont là. Quelle est la souveraineté qu'on remet aux Russes? En tout cas, d'un mot, Rudy, pour faire le lien avec votre association. Je vous parlais tout à l'heure de récit. Je pense qu'il est important à un moment donné que vous clarifiez, y compris votre position sur ce genre d'événement, parce que vous êtes écouté en Afrique. Et certains Africains pourraient avoir l'impression que vous avez un double standard. C'est-à-dire que les libertés fondamentales que vous défendez ici, vous vous en accommodez en Afrique, et ça peut brouiller le message. Enfin, c'est le regard. Moi, je défends, par exemple, les valeurs de la démocratie. C'est les nôtres. Il faut qu'elles soient partout. Il faut que vous puissiez. Enfin, mais bon, on n'a plus le temps. Mais soyez en tout cas, on parle aujourd'hui. En tout cas, tout à l'heure, vous vouliez porter votre parole jusqu'au bout. On parle aujourd'hui au Burkina Faso d'une vague de répression sans précédent dans le pays. Bien sûr. Alors, j'aimerais quand même conclure en citant quand même quelques personnalités qui subissent ce sort-là au Burkina Faso. En pensant justement aussi à tous les anonymes. Il y a eu Ablassé Ouedraogo, ancien ministre des Affaires étrangères, qui a été arrêté, envoyé au front. Il a été libéré quelques mois après. Aujourd'hui, on parle beaucoup du cas de l'avocat Guy Hervé Cam, enlevé récemment, réapparu, puis enlevé de nouveau. Il est actuellement incarcéré. On peut également citer Daouda Diallo, secrétaire général du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Rasmané Zinaba, membre de l'association Balai Citoyen. Le docteur Aruna Louré, médecin anesthésiste, membre du mouvement des révoltés et porte-parole du Rassemblement pour le salut national, et un ancien chef d'état-major de la gendarmerie, le lieutenant-colonel Evra Somda, qui était accusé, lui, de complot contre la sûreté de l'État. Alors, pour ne citer que cela, évidemment. Évidemment, avec une pensée pour tous les autres anonymes qui subissent ce sort. Et comme je le disais, on parle effectivement aujourd'hui d'une vague de répression sans précédent. Et tout ce qu'on peut souhaiter, dans ce pays, c'est qu'il soit libéré. Pour finir cette émission, il nous reste très peu de temps. Je ne fais pas de l'ingérence, moi. On va faire un tour de table rapide sur le cas Joe Biden, s'il vous plaît. L'exercice a été pénible, comme vous le savez, pour le président Joe Biden. C'était le 27 juin dernier. Un débat donc, l'a opposé à son prédécesseur Donald Trump. C'était pour lui un véritable supplice. Un véritable supplice également pour les démocrates, surtout pour les démocrates d'ailleurs, qui se demandent de plus en plus si Joe Biden n'est pas devenu à lui seul la machine à perdre la prochaine élection présidentielle de novembre prochain. Et alors que plusieurs voix demandent désormais de Joe Biden de se retirer de la course, notamment dans les médias, les démocrates évidemment lui font cet appel également. La Maison-Blanche a catégoriquement rejeté ce mercredi 4 juillet, ce mercredi 3 juillet exactement. C'est ça, voilà, oui. Merci beaucoup. L'idée donc d'un retrait de la candidature de Biden. Joe Biden, il veut rester, il veut y aller jusqu'au bout. Alfred, est-ce qu'il est devenu urgent de trouver un remplaçant à Joe Biden ou pas? Je ne pense pas, parce que la panique qui frappe le camp démocrate est compréhensible au vu de ce débat. Mais on ne peut pas réduire le mandat de Joe Biden à ces 90 minutes de débat. Ça, c'est un. Deux, seule sa femme peut nous dire, et Jill Biden a été très clair, il continuera. Si elle avait remarqué qu'il y avait quelque chose qui faisait problème, elle n'hésiterait pas. On peut la croire sur parole, évidemment. Évidemment, je la crois sur parole. Trois, tous les élus démocrates, les gouverneurs démocrates que Biden a rencontrés, et puis les deux leaders de la Chambre des représentants et du Congrès, tous ont dit, après avoir discuté avec lui, c'est notre candidat, et donc tant qu'ils ne lui auront pas retiré leur confiance, il sera candidat comme il le dit. Il n'est pas dupe, il a reconnu lui-même que lors de ce débat, c'était problématique pour lui, mais
qu'il est reparti sur le champ de Donc vous êtes de la optimiste bataille. pour Joe Biden? Je suis optimiste Ah oui, d'accord. pour lui. Et de toute façon, tous les sondages, toutes les D'autant qu'il simulations... Il n'a pas démérité, d'ailleurs. Exactement. On est Super menteur a su mentir et on a démonté Super menteur, c'est Donald Trump. Donald Trump. Voilà, exactement. Et donc, J'ai cru que vous alliez ressusciter Chirac. donc Trump, mais Par justement, rapport au guignol. son discours, oui, a été démonté complètement. On a dit, mais il ment comme il respire. Donc voilà, je pense effectivement que... Oui. Et de toute façon, Mais c'est pas tous sur les ça que sondages, se joue l'élection toutes les américaine. simulations, toutes les simulations, d'ailleurs. oui, toutes les simulations de candidats autres que Biden face à Trump, démocrates, cela s'entend, perdraient, sauf la femme d'Obama, mais qui a dit On dit quasi. Moi, je suis- qu'elle soutient, et Obama Je suis soutient étonné que- totalement Je suis Biden. étonné qu'avec l'expérience que vous aviez, vous nous disiez que sur les mensonges, a priori, les mensonges éventuels de Donald Trump qui pourrait perdre l'élection là-dessus. Bah, il a menti. C'est Non, pas non, sur non, ça. non, Je n'ai pas dit qu'il Parce qu'il a pourrait dit. perdre. Non, non, c'est pas ça. Je dis tout simplement, au moment du débat, il y a eu super menteur. Ah oui, c'est vrai, c'est Et de l'autre côté, C'est vrai. il y a eu Un homme fatigué. des examens fatigués. Ce qu'on Et sait- d'ailleurs, pardon, je termine par là. C'est vrai. C'est-à-dire, au fond, que les deux, ils ont quand même aussi un ego surdimensionné qui fait qu'ils se considèrent l'un comme le Deus ex machina des républicains, l'autre pour les démocrates, malheureusement. Joe Biden considère qu'il est le Exactement. seul aujourd'hui capable de battre Donald Trump dans les urnes. Voilà. là. Moi, Alors, parce que- Guy, alors, Parce, Oui, alors, parce que j'ai pas, Finalement, allez. il m'a coupé, j'ai Non, pas, non, j'ai pas terminé ce que je voulais dire. C'est vous qui allez conclure d'ailleurs. Guy. D'accord, ok. Alors aujourd'hui, l'Amérique se retrouve dans une situation quand même compliquée. Voilà, on a d'un côté un repris de justice populiste, Donald Trump, donc voilà, qui est aux portes du pouvoir, hein, il faut le dire, parce que les sondages évidemment lui donnent quand même de quoi l'espérer. Et vous avez de l'autre côté donc cet homme Joe Biden qui n'a pas démérité, comme on le disait, mais qui est rattrapé par les outrages de l'âge. Et c'est une dramaturgie quand même tout à fait particulière pour les Américains. C'est une dramaturgie pour les Américains, c'est aussi une dramaturgie, un drame réellement pour tous ceux qui défendent l'idéal démocratique. Parce que Ah bon une élection, c'est quoi? C'est la désignation d'un homme qui est vu un peu comme un super-homme. On peut le résumer un peu à ça. C'est une élection, on vote pour un président parce qu'on estime qu'il peut embrasser tous les enjeux, tous les défis et conduire la nation. C'est ce que dit Joe Biden, il dit qu'il Oui, peut. sauf que, bon, écoutez, vous avez vu comme moi, vous parlez de ce débat, mais il n'y a pas que ce débat. Vous l'avez vu, la cérémonie qui s'est déroulée il y a quelques mois en Oui. Angleterre avec le roi Charles, où il ne savait plus dans quelle direction aller, etc. Oui, mais il gouverne. Bah, on ne sait pas si. Dans un monde en plus compliqué, il prend des décisions Écoutez, importantes pour l'Ukraine. sans verser dans le complotisme, certains Américains, légitimement, et à la limite, vous pouvez les traiter de complotistes si vous voulez, certains Américains se Non, ça, posent c'est la question. vous. Ne faites pas des procès d'intention à ceux qui vous écoutent. Bon, en tout cas, moi, ce que je dis, c'est que ce qu'on a vu pose quand même un certain nombre de questions. Oui. C'est vrai que le choix, il est... alors on peut... Vous en posez des questions en tout cas. oui, moi j'ai vu un homme... En tout cas, on a compris que vous êtes plutôt sceptique quant à sa capacité à gouverner et aller jusqu'au bout de la course en J'ai tout vu cas ce que j'ai vu, en de la tout cas. présidence. Et Là, on a les réponses. Non, mais dites-le. Oui, ce que j'ai vu, évidemment, est très inquiétant. Pour vous, il faut qu'il se retire. Moi, je trouverais que ce serait sain, mais vraiment pour la démocratie, qu'il puisse se retirer. À un moment donné, il faut... Pour la démocratie ou pour lui-même. La président démocratie de la fonctionne, de toute façon. Oui, exactement. Parce qu'aux fonctionne, mais États-Unis, en écoutez, réalité... je ne sais pas, Oui. mais quand on le voit, quand on l'observe, on peut réellement se demander si c'est vraiment lui qui gouverne. Alors, donc, et le fait que mais ça soit... donc pour vous, en tout cas, il faut qu'il se retire de cette course à la Oui, présidentielle. complètement. D'accord, c'est très Moi, je clair. pense qu'il faut Rudy, qu'il se retire. quel est votre avis là-dessus? Alors, il faut quand même, on a quand même des réponses par rapport à son état de forme, son état physique. Il y a le dossier médical des présidents américains est disponible. Absolument. Tout à fait. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a tout dans le dossier médical? Je ne sais pas. de se soumettre à une expertise. Il a refusé. oui, de mais se pour les soumettre à une tests, expertise les tests cognitifs. C'est ce qu'on lui reproche, de ne plus avoir toute sa tête. Si Il je a peux refusé. aller jusqu'au bout, parce que vous réclamez la parole, vous la gardez quand même longtemps. Le dossier médical, donc donné par son médecin, dit quand même qu'il a des, il a des difficultés, notamment au niveau de l'apnée du sommeil.
Ça, c'est dans le dossier médical. Oui. Et souvent, c'est la source de maladies neurodégénératives. Et on sait qu'il a un début de Parkinson. Voilà. Donc déjà, on sait que sur la capacité à aller jusqu'au bout du mandat, c'est plus ou moins compliqué. Première chose. Deuxième chose, l'état de santé d'un président, que ce soit en France ou même aux États-Unis, c'est quelque chose qui est important dans la campagne. Et d'après les sondages qui sont venus après le dernier débat, il y a quand même 45% des votants démocrates qui estiment qu'il devrait laisser la place à d'autres. Donc, même s'il a encore la tête, entre guillemets, pour pouvoir gouverner le pays, vis-à-vis de son électorat, pas encore en grande majorité, mais pour certains d'entre eux, il n'est pas apte à le faire. Bon, moi par ailleurs, moi je suis un homme de droite, donc que ce soit en France ou aux États-Unis, je préfère à la limite, bien sûr, je préfère à la limite que Trump revienne au pouvoir plutôt que Biden. Et on sait que la Cour de justice américaine a quand même levé quelques interrogations le concernant par rapport à son impossibilité de pouvoir se présenter. Pourquoi vous avez tenu à préciser cela? Parce que vous êtes pro... Pour ce que je viens de dire par rapport à Trump. Le Rassemblement national, c'était pas un problème. Je préfère... moi, je préfère encore que Trump, en fait, soit au pouvoir que Biden. Non, mais cette clarification est importante, Francis, parce que ça... mais c'est pas une clarification. Non, une clarification. C'est pas une clarification. Non, vous êtes de droite, donc on a bien vu qu'en France, par exemple... Mais c'est pas une clarification. On voit bien... Non, c'est pas une clarification. Pour vous, c'est une compréhension. L'aile politique pour moi, c'est... a tendance à considérer que le barrage républicain, pour moi, finalement, c'est un peu... C'est pas une clarification. Pour moi, c'est le discours, c'est mon discours naturel. C'est beaucoup, Ciotti. Il a franchi le pas. Les gens qui n'ont pas franchi le pas, dans le discours, ont un discours ambigu, estimant que le barrage républicain... J'ai critiqué Ciotti, et malheureusement, son incapacité à avoir fait de la cohésion dans le parti, et d'avoir pris en otage le parti pour une décision qui n'est pas dans la tradition gaulliste. Voilà. Moi, je suis quelqu'un de droite, mais de la droite sociale. Alfred, en tant que juge de paix, un mot pour finir? Alors, pour finir, je dirais Joe Biden est comme Ronald Reagan, qui demeure aujourd'hui encore comme l'un des plus grands présidents américains, qui avait des absences, qui dormait pendant les conférences de presse, mais qui avait fait deux mandats et qui a été l'un des plus grands présidents américains. Joe Biden, je pense qu'il va aller jusqu'au bout, sauf si, par la suite, dans la campagne qu'il est en train de mener, il se rendait lui-même compte qu'il ne pourrait pas. Mais il faut qu'il reste candidat. Merci, je pense que c'est bon pour la droite. Je crois qu'il entend cet encouragement venu de vous, Alfred. N'est-ce pas? Merci. Nous étions en compagnie de Guy Debal, consultant en entreprise, analyste politique. Alfred Sango-Lokoro, maître de conférence à la Sorbonne, analyste politique. Et notre invité spécial, Rudy Kazi Matsika, élu municipal et délégué général des associations des élus de France. Merci à toute l'équipe technique de Global Africa Télé-Sud. C'était notre dernière émission de la saison. Rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles éditions de Panel Hebdo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, prenez grand soin de la beauté des choses. Essayez en tout cas. Au revoir.